Salut tout le monde, deuxième salve des podcasts sur les spécialistes. On a rangé les joueurs par rôle pour vous donner une image plus complète de cette draft sans se cantonner aux joueurs qui vont être pris ou qui peuvent être pris dans la loterie. Donc on a fait déjà les grands, les joueurs qui ne shootent pas, qui jouent plus près du cercle avec Alan. Et là c'est au tour de Manu. Comment ça va ? Ça va. On se prépare à une semaine de l'échéance. Ouais. On enregistre là une semaine de l'échéance et avec toi on va parler des ball handlers puisque on te connaît désormais, tu aimes la belle passe, le beau geste, la passe à une main, voilà. Et la vision du jeu, la vista. Donc comme avec Alan, on va essayer de déterminer ce qui existe, l'existant, l'état de l'existant en NBA et puis faire des groupes et donner au prospect l'appartenance à tel ou tel groupe et donc le potentiel là-dedans. Alors pour toi dans les ball handlers, comment tu vas les différencier selon ce qu'ils savent faire ou pas? Quel groupe tu vas pouvoir faire? Alors moi, dans mes définitions du ball handler, j'ai deux groupes, donc le porteur de balle primaire et le secondaire, très basique. Après, dans ma définition du primaire, c'est un joueur capable d'éliminer par le dribble et de conserver le dribble et aussi d'éliminer, mais aussi d'être gestionnaire de l'attaque. C'est vraiment ça pour moi ma définition. Ouais. Et sur le secondaire, la double casquette. Voilà. Et pour mon secondaire, ça va être quelqu'un qui va être capable de faire plus ou moins la même chose, mais ses caractéristiques sont pas ses forces premières. Par exemple, ça va être plus un shooter vraiment caractérisé comme un shooter, mais qui va être capable de sur certaines phases de pouvoir faire de la gestion d'attaque. Mais faut qu'il élimine quand même. Voilà. Un peu comme R.J. Barrett, par exemple, un exemple comme ça à New York, qui est pas forcément pour moi un primary, mais qui sur certaines séquences va pouvoir être le meneur entre guillemets des Knicks, quoi. Voilà. Bon alors les primary donc principalement sont des superstars, même s'il n'y a pas en NBA, même s'il n'y a pas que cela. Mais toi, tu vas pas forcément nous parler de potentiels superstars, tu vas aussi pouvoir nous donner les. En tout cas, c'est le rôle idéal en fait. Plus. Ouais, c'est plus basé sur leur capacité de jeu, plus que le potentiel. Ouais, leur qualité, ouais. J'ajoute une troisième catégorie qui peut représenter dans cette draft, donc ça va pas nous prendre beaucoup de temps, qui sont, justement, toi tu as parlé du gars qui pouvait éliminer et faire la gestion, du gars qui pouvait le faire mais un peu moins bien, donc on se doute qu'il peut peut-être éliminer mais un peu moins bien être gestionnaire ou l'inverse. Et après il y a les spécialistes, donc les spécialistes peuvent être soit des joueurs vraiment de 1 contre 1 pur mais incapables de faire une gestion. Alors, il est en train de le devenir, mais c'est ce qui était, par exemple, un Bones Highland quand il rentre dans la ligue, ce genre de joueur. Ou même, il y a plus longtemps, les fans de New York, pour rester là-dessus, Alonzo Trier. Voilà, des joueurs qui sont capables d'aller scorer balle en main, mais qui vont pas trop créer. Et à l'inverse, des joueurs qui vont pas trop scorer, mais qui vont faire tourner l'attaque et être solide en défense, évidemment, ça c'est... et pour avoir du temps de jeu, un indispensable. Et je vais citer un McLaughlin de Minnesota cette année. Et alors, il a évidemment montré plus, mais c'est comme ça qu'il a été drafté au début à Miami, un Gabe Vincent, ce genre de profil, donc plus de gestionnaire, Facu Campazzo, du côté de Denver, avec plus ou moins de vista à la passe, après, ça dépend des profils. Un primary, donne-moi ta liste de joueurs et puis après on en discute. Donc moi j'avais catégorisé Ty Washington, Kentucky, Kennedy Chandler, Tennessee, Hugo Besson, New Zealand Breakers, Jean Montero d'Overtime et Andrew Nembhard de Gonzaga. Ok. Donc ça pour toi, on dirait que ce seront des joueurs qui vont le mieux s'exprimer en position de possesseur du ballon, c'est ça? Ouais, et de gestionnaire d'attaque, vraiment de lancer le truc. Ok. Alors, dans ce groupe, lesquels sont dans le classés les plus hauts au niveau de tes tiers?
Hum, je crois que c'est Tai Tai. Dans l'ordre, c'est Tai Tai Washington, Besson. Attends, je te regarde, j'ai ton Ouais, board c'est sous ça. les Donc yeux. Tai Tai, Besson et Chandler qui arrive après. Après, c'est Neymar et Montero. Ou l'inverse, je sais Ok, Tai Tai, mais ils sont déjà bas. Hein. Tai Tai 21, Besson 22. euh, et ensuite, on descend assez bas pour aller trouver Kennedy est 28. du Kennedy, ouais, 28. Et Montero est bien plus bas. Hein. Ouais. Neymar des Bon, 53 et Montero, ouais, 56, que je portais exactement. dans mon cœur, mais les choix de carrière. Alors, on en parlera plus tard. Commençons avec le profil, pour chacun, on va quand même présenter rapidement le profil. Tai Tai Washington, donc, qui est ton premier primary classé. Il a 20 ans, il en aura 21. Je ne sais pas si c'est à la fin de l'année ou au début de la prochaine, mais il a plus de 20 ans et demi, aussi cette année. 1,92, 2,03 d'envergure, 89 kilos. Il jouait à Kentucky. Et donc, c'était un freshman, mais vieux, Mm. quoi, il va avoir 21 ans. Qu'est-ce que pourquoi tu dis qu'il peut gérer une attaque et pourquoi il est tout en haut de ton classement de ces gars-là qui peuvent gérer une attaque? Déjà, il est très très bon au pick and roll. C'est c'est ses forces. Il est capable aussi de tirer mi-distance. Il peut avoir un rôle en défense off et enfin en attaque plutôt on et off ball. C'est pas forcément quelqu'un qui va Mhm. être à 100% dans l'obligation d'avoir la balle. Donc ça, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment sa gestion. C'est plus que le pick and roll, c'est vraiment entre guillemets un maestro quoi, d'attaque, un chef d'orchestre. Il sait faire les bonnes passes. Et c'est cette caractéristique-là qui me fait dire qu'il va être gestionnaire d'attaque, peut-être pas d'une première unité en NBA, mais c'est ce flair-là qu'il a offensivement qui, Hmm. pour moi, c'est le meilleur des 5-6 que j'ai cités là-dessus. Il a une variété de passes aussi. C'est des passes à une main, à deux mains. Est-ce qu'il fait des passes un peu folles ou est-ce que c'est vraiment de l'application, voilà, de la manipulation de défense, comme quel passeur il est? Non, c'est ça, c'est des passes assez simples, c'est pas trop, il est assez diversifié en termes de passes, mais enfin une main, deux mains, mais il va pas tenter des derrière le dos, c'est pas la mélo quoi. En gros. Ouais, C'est beaucoup moins foufou que ça, il est plus carré en ouais, ouais, termes de c'est ça. joueur. C'est voilà, le pick and roll 101. Vous regardez Tai Tai Washington. Alors la particularité, Manu, c'est quand même il a joué il a joué que 2 ou 3 matchs meneurs, vraiment meneurs cette année à Kentucky, puisque c'était Xavier Wheeler qui avait ce rôle. Mm. Ouais, Euh, ça c'est les particularités de John Calipari, qui aime bien changer un peu les joueurs de poste. voilà. Xavier Wheeler qui était plus petit, qui avait plus la balle, mais plus un joueur d'impact au cercle, et du coup, Tai Tai était plus un shooter. Alors toi, tu le mets plus haut aussi parce que voilà, il y a un potentiel au tir, quoi. 35% à 3 points, 4,5 tentatives par match, 75% au lancer franc, et grosse efficacité à mi-distance pour Tai Tai. Euh, pour toi, c'est ce qu'il met aussi au-dessus des autres, c'est le fait il peut, il n'est pas obligé de se cantonner au rôle de porteur de ballon. Ouais, même si, en fait, c'est sa deuxième force, c'est ça qui le rend aussi plus ou moins indispensable dans une équipe, c'est qu'il va pas forcément être que ce que tu disais de ta catégorie de gestionnaire. C'est Hmm. vraiment un peu plus que ça. Ouais. Oui, oui, Ce et qu'ont c'est pas forcément les autres. quelqu'un qui va amener du spacing. Mais c'est intéressant parce que dans Mm. ceux que tu as cités, finalement, on pourrait presque les classer en termes de spacing apporté, puisque tu as mis les meilleurs shooters en haut, quasiment. Euh, le deuxième, c'est Hugo Besson. Alors ça, c'est intéressant parce que Hugo Besson, top 25, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, notamment parce que Hugo Besson est davantage perçu comme un shooter spécialiste. Alors toi, quel rôle tu l'imagines avoir en NBA et pourquoi? Alors moi, je le vois meneur, voilà, poste 1, peut-être 2, mais sur d'autres choses. Et ce que j'ai appris, ouais, c'est vraiment, c'est un peu le contraire de Tai Tai. C'est vraiment plus un fort scoreur, mais Mhm. il a un Q basket qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que je le mets aussi haut, finalement. C'est ok, il peut shooter, il est un peu, voilà, dans le terme de création pour lui au tir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais il va savoir aussi faire la bonne passe, le bon décalage. Il a vraiment une
super vision de jeu et moi, c'est ce que j'adore chez les meneurs. Les Mmh. meneurs arrière, comme ça, c'est des mecs qui vont être. Ok, il sait qu'il est fort sur son tir. Il en prend beaucoup, des fois des mauvais, mais il va être aussi capable de voir le truc et d'avoir un plus ou moins un, voire deux temps d'avance sur, ok, il va dribbler, mais il va tout de suite savoir qu'en fait, s'il dribble, il va faire la Mmh. passe dans le corner, par exemple, tu vois. Ce genre de choses. Et c'est vraiment ça, moi, c'est un peu comme Tai Tai, mais c'est un peu plus l'inverse. Lui est meilleur scoreur que Lem, il est vraiment très très bon passeur aussi et playmaking, c'est vraiment ça qui me fait, moi, le mettre aussi haut. Mmh. Est-ce que pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, comment tu juges l'impact défensif des deux, sachant qu'il n'est pas prévu qu'il soit très bon pour l'un comme pour l'autre, mais surtout pour Hugo? Non, bah ouais, les deux en tout cas, ont pas forcément montré des qualités défensives très 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 dingues. Mais ça, déjà sur Kentucky c'est compliqué. Mais pour comparer un peu les deux, c'est en fait comme ils vont avoir beaucoup de responsabilités offensivement. Finalement, qu'ils soient un peu pas des points noirs, mais qu'ils soient un peu plus limités défensivement, ça me gêne pas Mmh. par rapport au fait de ce qu'ils vont apporter de l'autre côté du Mmh. terrain. Bon, pour la saison régulière en tout cas. Oui, oui, oui. Après, oui, c'est vrai que sur du playoff, s'ils sont sélectionnés dans des équipes qui peuvent les jouer, peut-être qu'ils seront ciblés un peu plus, peut-être qu'ils perdront totalement du temps de jeu comme l'extrême Duncan Robinson cette année avec Miami Mmh. qui a totalement disparu, tu vois. Mais sur une saison régulière, après, ouais, il y a toujours du potentiel, il y a toujours faut pas minimiser le travail des staffs NBA qui est énorme sur certains joueurs et Bien progression, sûr, on peut et le voir. d'ailleurs, Donc, Hugo Besson est à 1,97, ce qui est une taille tout à fait honorable. Donc si tu bouges bien tes pieds, même si tu es petit et frêle, il est plutôt petit et frêle, il a eu du mal, rien qu'au combine sur les oppositions vraiment face à des joueurs véloces ou plus puissants, mais il y a de quoi travailler. ouais, faut s'adapter aussi. Moi, honnêtement, le combine, j'y tiens pas trop compte. Mmh. Puis c'était la première fois qu'il avait face à lui des joueurs un peu plus balèzes quand même. Ah oui, Il vient de Pro B et de NBL. C'est pas les mêmes types de joueurs, quoi. et Moins non. véloces, moins tout ça. Donc, il y aura un temps d'adaptation, mais je suis pas inquiet là-dessus. Kennedy Chandler est ton troisième larron, donc le meneur lui aussi freshman de Tennessee, que tu as donc en 28. Kennedy Chandler, 1,84, donc là bien plus petit que les deux autres, mais Hmm. 1,96 d'envergure. C'est ce qui a plutôt rassuré lors des mesures au NBA Combine. 38% à 3 points sur quasiment 4 tentatives, seulement 60% au lancer franc, mais plus de 50% à 2 points. Quelles sont les qualités de Kennedy Chandler? Quel meneur il peut être, enfin quel porteur de balle il peut être en NBA? Alors moi, je le vois vraiment plus là pour lui, au contraire des deux autres, vraiment uniquement basé sur la gestion d'attaque et le playmaking. Il va vraiment être gestionnaire offensif de son équipe. Hmm. Et ça va être sa force principale, c'est ça qui lui fera gagner des minutes, avec son potentiel défensif qui est l'un des meilleurs pour des joueurs de son poste Hmm. également. Et il est super rapide aussi. C'est ça, il met plus de pression au cercle peut-être que les deux autres. Et ouais, il attaque peut-être un peu plus le cercle que les deux autres. Et puis effectivement, je suis d'accord avec toi, défensivement, c'est bien plus solide, hein. C'est même bien plus solide, Ouais, on peut dire, hein. bah, c'est l'une de ses forces avec le playmaking, je Hmm. je trouve. Après, il y a la taille qui pose question, mais faut voir, ça peut pas. Quand on voit par exemple un Gary Payton qui est pas forcément beaucoup plus grand, j'ai pas sa taille en tête, Hmm. mais il doit peut-être avoir 10 Ouais, centimètres de ouais, si, plus. quand même, il a 6,2, je pense, Gary Payton. Hmm. Il a annoncé un 91, ouais. Donc ça fait 6 centimètres de plus. Mais tu vois, c'est un joueur comme ça qui va être capable. Je pense qu'il va être capable de contenir les postes 1-2 Hmm. en NBA C'est très très bien. c'est intéressant que tu compares à Gary Payton, puisque, alors, c'est pas du tout le même profil. Gary Payton, il aura jamais le ballon NBA. On peut espérer que Kennedy Mm. Chandler l'ait. Enfin, je veux dire avoir le ballon.
pour créer, quoi. Mais athlétiquement, Kennedy Chandler, c'est la plus haute détente sèche, plus haute détente tout court du NBA Combine. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un joueur explosif vers le haut et vers l'avant aussi. Donc effectivement, c'est intéressant et on aime bien l'esprit compétiteur. On rappelle quand il perd au tournoi final, et il est dans les bras de Joan Howard, qu'il connaît bien d'ailleurs, le coach adverse de Michigan qui a éliminé Tennessee. Et voilà, il est très ému, très déçu d'avoir perdu, donc ça c'est généralement positif. Après, donc on descend d'un cran quand même, d'un beau cran même, puisque on arrive à Andrew Nembhard, le joueur de Gonzaga, donc qui est un petit peu plus vieux, puisqu'il a plus d'expérience que les autres. Il a également une taille à peu près correcte, 1,94, 1,95 d'envergure, 89 kg, 2 saisons à Florida, 2 saisons à Gonzaga, dont celle-ci, où il shoot bien mieux, 38% à 3 points, des shoots plutôt faciles, 87% lancés francs, très bien. Quasiment 6 passes décisives par match, même si au niveau du pourcentage de passes décisives, il était plus efficace, enfin meilleur à Florida. Quelles sont les forces principales d'Andrew Nembhard? Pour moi, c'est sa capacité à voir le jeu. C'est vraiment ça, à éclairer le jeu plus. En fait, c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait tomber un peu amoureux de joueurs dans sa jeunesse. Quand je l'ai vu Oui, sur les tournois FIBA avec le Canada, c'est vraiment ça qui m'a fait écrire son nom, en fait. C'est cette capacité de playmaking, de vision, à toujours avoir le bon choix, qui m'avait impressionné. Et c'est resté avec le temps, mais il n'a pas eu la progression auquel je m'attendais. Donc c'est comme, il est toujours aussi fort là-dessus, mais c'est quand même beaucoup moins. On sent qu'en fait, en montant de niveau, lui a un peu plus de mal, quoi. Il domine plus autant. En c'est fait, c'est quoi? plus ça. C'est athlétique? Il y a un manque de capacité athlétique. Je vois un free throw rate, donc taux de lancer franc provoqué, vraiment faible, que ce soit à Florida ou Gonzaga. Ouais, c'est pas un joueur qui a un premier pas rapide déjà et ni de dribble fantastique qui va lui permettre d'aller au cercle. Et il a pas forcément le physique pour et le jeu pour. C'est pas d'instinct, il va pas aller au cercle en fait. Lui, c'est pas son truc. Il va être pass first et voir un peu de shoot. Il s'est amélioré au shoot même si la mécanique est un peu étonnante. Mais c'est vraiment ça. C'est pas un attaquant comme peut l'être justement un Kennedy Chandler qui est beaucoup plus porté sur l'attaque du cercle Ouais. que les Neymar. Neymar est vraiment plus sur gestionnaire, je pose le jeu, j'accélère quand il faut accélérer et je trouve la bonne passe. Andrew Nembhard qui a impressionné lui au Combine. Alors je cite beaucoup le Combine, mais il y a beaucoup de team meneurs qu'on a pu observer en face à face les uns avec les autres, je veux dire, mais qui a fait aussi une bonne saison à Gonzaga, évidemment facilité par l'effectif qu'il y avait autour de lui, mais les balles perdues sont en progression. Il en perd de moins en moins chaque année depuis qu'il est en NCAA, ce qui est normal, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, nous avons Jean. Mon Jean Montero. Alors là, pour moi, c'est pas du tout le même style que les autres. Il jouait en Overtime Elite cette année avec des joueurs plus jeunes que lui, la plupart. Même si il est un des plus jeunes joueurs de la draft, hein, mais en overtime, on peut y entrer dès 16 ans. Comment décrire le jeu de Jean Montero, meneur donc dominicain? Ouais, donc lui aussi, ses parents on l'a découvert sur du FIBA U16, championnat des Amériques avec la République dominicaine. Et c'est vraiment plus un attaquant, lui. Vraiment, Ouais, c'est plus, il un se rapproche scoreur, plus quoi. ouais, ouais, scoreur. En fait, il est capable de faire les deux, d'attaquer le cercle et de tirer. Donc c'est vraiment plus ça son truc. Il a des flashs à la passe qu'il a toujours eu, mais il est vraiment plus porté sur le scoring que peut l'être les autres. Et donc, un joueur complet, un joueur rapide aussi, c'est pour moi un des joueurs les plus rapides balle en main de cette draft. Très bon handle, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je trouve un dextérité plus forte que ceux qu'on a cités jusqu'ici.
Ouais, après, il y a des. Là, c'est une caractéristique, moi j'ai du mal à évaluer vu la compétition, en Mmh. fait, vu Oui, son adversité. ouais. C'est compliqué de dire, bah ouais, il va être meilleur, il a ça en plus, Mmh. sachant que c'est un joueur qui a connu le monde professionnel en Espagne avec Grande Canaria. Donc, pour lui, là, il joue contre des gamins, quoi. C'est pas Mmh. son niveau, finalement. Donc, c'est difficile de l'évaluer, je trouve, là-dessus. De dire une caractéristique précise, là, il est meilleur que les autres. Mmh. Est-ce que l'adversité est beaucoup trop faible à mon goût que... C'est la raison pour laquelle il descend chez toi ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, plus profondes? Il y a ça et un peu comme Neymar, il n'a pas eu la progression à laquelle je m'attendais. C'était vraiment un gars ultra athlétique quand il était jeune, qui se rapprochait plus d'un, c'est pas le même joueur, mais qui se rapprochait plus d'un style à la Ivy, qui était ultra rapide, qui allait au cercle, et qui vraiment foutait des dunks Ouais. sur phase arrêtée et en transition, quoi. Il était vraiment spectaculaire quand il était jeune. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup moins. Et maintenant, il est un peu plus sur le shoot. Ouais. Donc, on n'a pas les stats en overtime elite, mais donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais c'est vraiment ça. Il a pas eu la. En fait, il a un peu changé de jeu entre guillemets. Il est plus passé sur le shooting et il a pas forcément conservé cette Mmh. attaque du cercle. Je trouve sur les matchs que j'ai vus en overtime elite, il va pas forcément beaucoup. Il attaque pas trop le cercle, je trouve. Enfin, beaucoup moins que dans mes Ouais. souvenirs. Ouais, ouais. Après le problème de jouer avec des joueurs plus jeunes aussi, je prends toujours la défense de Jean Montero puisque c'est moi qui l'ai le plus haut, je crois. C'est qu'il y a aucun spacing. Enfin, je crois qu'il y a que Hmm. 2 joueurs qui sont à plus de 32% à 3 points sur toute l'overtime elite. Donc effectivement, les Ouais. défenses sont très resserrées, donc aller au cercle, c'est compliqué, ce qui peut expliquer le nombre de 3 points pris par Jean Montero. 155 tentatives en 23 matchs, 27%, c'est faible, effectivement, mais il est à 76 au lancer franc. Il a toujours été un bon shooter de lancer franc d'ailleurs. Le shoot n'est pas perdu, mais effectivement, il n'avait pas la tâche facile cette année. Il n'a pas été très adroit. Mais, et 108 assists, 68 turnovers. Un ratio correct, mais vraiment sans plus. Là aussi, il a eu du déchet. On en attendait peut-être un peu moins de sa part, même si ça a toujours été un joueur un peu. Tu le prends avec son défaut qui est de perdre des ballons, prendre des mauvais tirs. Hmm. Ah bah c'est ça. Donc, voilà, Jean Montero, 58e, 56e, pardon, chez Manu, mais je crois que je l'ai beaucoup plus haut, peut-être Tu l'as trop. 13, toi. Voilà, donc moi j'ai 13e. Mais il faut un bon contexte pour ce genre de joueur, de toute façon, plus que pour les autres, sans doute plus que pour Kennedy Chandler ou Tai Tai Washington qui ont plus plug partout. Jean Montero, voilà, déjà va falloir travailler le mental et la capacité à s'intégrer, quoi. Maintenant, donc là on a fini ton groupe, hein, d'accord, ce que tu appelles les primary. De cette draft, pour moi, selon ma définition. Oui, bien sûr. Maintenant, secondary, donc ton deuxième groupe. Ouais. Donc là, c'est ce que je dis, je rappelle un peu ma définition. C'est des gens qui vont être capables de gérer de l'attaque, créer pour eux et pour les autres, mais c'est pas forcément leur force principale. Mmh. Enfin, je considère que c'est pas leur force principale et que ça va être un peu le bras droit du primary, quoi. Mmh. Donc je dis mes noms ou pas? Ouais, vas-y, on les fera après. Donc là, moi, j'avais classé Paolo Banchero, Jaden Ivey, Dyson Daniels, Nikola Jovic, Dalen Terry, Ousmane Dieng et Edgy Griffin. Donc on a des noms qui sont plutôt vers le haut de la draft, pour le coup. Donc on exclut, ça va être ma première question, Shaedon Sharpe. Pour toi, c'est un autre profil. Bah, c'est pas que c'est un autre profil, mais j'y ai pensé à le mettre, mais je me suis dit, je me suis rappelé des matchs que j'ai vus Mmh. et je l'ai pas vu faire ça.
je l'ai pas vu créer, je l'ai pas vu porter la balle, donc c'est compliqué de le classer pour moi. Bah, on l'a vu On a porter eu la les balle pour retours, scorer pour lui, mais pas pour les autres. voilà, on a eu les retours qui pouvaient Ouais, le faire, mais je l'ai pas vu de mes yeux vus, donc voilà. c'est compliqué pour moi de le mettre Bien sûr, là-dedans. on n'écrit que ce qu'on voit, ou qu'on croit, ou qu'on peut, ou qu'on imagine en tout cas. Euh, le plus haut serait Jaden Ivey ou Banchero, c'est selon. Pour chez toi, ça sera Banchero qui est juste devant Ivey, ceci dit, dans ta hiérarchie. Banchero, pour toi, ça peut être un porteur de balle sur certaines phases. Il va pouvoir jouer du pick and roll, etc. Ouais, totalement. C'est ce qui m'a un peu d'ailleurs déçu à Duke, c'est qu'il l'a pas suffisamment fait pour moi. Hmm, Il aurait dû être le point central de l'attaque de Duke hmm. cette année. Alors c'est lui qui avait le plus grand taux d'usage néanmoins, mais c'est vrai qu'on jouait plus sur peut-être de l'ISO ou ce genre de choses. Ou un Wendell Moore qui a eu beaucoup de ballons, beaucoup Ouais, plus que les années précédentes, par exemple, tu vois. ouais. Alors que pour moi, il aurait dû être pas forcément l'option numéro 1 ou le porteur numéro 1, mais vraiment être au cœur du jeu et des actions de l'attaque. Jaden Ivey, c'est pas un primary pour toi. Ça c'est intéressant. Non, parce que c'est pas selon moi, c'est pas sa force principale. En fait, il va être beaucoup plus à l'aise en deuxième, en arrière, genre en lancer, arriver de lancer en transition, arriver de lancer sur des phases sur des phases arrêtées. C'est plus ça. C'est pas il a pas l'instinct du créateur pour les autres. Ouais. C'est plus ça en fait. Il est bon créateur. Enfin, il peut créer pour les autres et passer. Ça, y a pas de souci. Mais pour moi, il est beaucoup plus fort. Il y en a, je sais pas trop comment dire ça. Enfin, il est athlétique plus qu'il n'est créateur. Et il est shooter plus qu'il n'est créateur. Donc ça fait deux caractéristiques que moi je crois supérieures à sa création. Mais sur ça, tu es plutôt sur le même longueur d'onde que Hugues, par exemple. On avait parlé dans notre pré-draft talk sur les Kings où il disait il n'y a pas d'incompatibilité à le faire jouer avec un meneur comme D'Aaron Fox parce qu'il il peut être efficace à côté du ballon. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bah là, par exemple, dans cet exemple-là, c'est deux mecs qui peuvent jouer qui peuvent interférer, quoi. Tu peux mettre un poste 1 sur une action, l'autre poste 2, et inversement, tu peux vraiment changer sur un match. C'est pas forcément ça va pas leur porter préjudice, selon moi. AJ Griffin, alors ça, du coup, c'est l'inverse, puisque c'est un joueur qu'on a, pas mais l'avis général classe comme un 3&D qui va pas tant avoir le ballon. Toi, sur ce qu'on a vu de lui, peut-être au lycée, tu l'imagines peut-être avoir des ballons et créer à la fois pour lui et pour les autres. Ouais, assez, ouais. Après, là, ça va être plus sur comment expliquer ça? Si tout se passe bien, en gros. Meilleur scénario. Donc si le corps tient, si le fit est bon pour lui, moi je l'imagine très bien faire un peu ce que fait, comme je disais au tout début, ce que fait un RJ Barrett par exemple. Vraiment être sur des petites séquences comme ça, pouvoir monter la balle, pouvoir créer pour les autres, sans que ce soit sa force principale qui est pour moi le tir actuellement, comme il a perdu de l'athlétique, je sais pas trop comment on dit, via ses blessures. Ouais. Mais moi je le vois très très bien pouvoir, le mot est peut-être un peu fort, mais dépanner sur certaines phases offensives. J'ai vraiment pas de mal à y croire. Après, c'est vrai que s'il est choisi top 10, on va attendre qu'il fasse ça, sans doute. Puisque c'est rare qu'il y ait des spécialistes qui se cantonnent juste de shooter, qui soient pris dans le top 10. C'est ça. Et maintenant, on attend aussi en NBA actuelle que des ailiers puissent créer. Ouais. C'est quasiment devenu aussi important que de savoir shooter, en fait. Donc, je sais pas combien il est. Il a 2,01. Donc maintenant, finalement, c'est devenu lambda de voir un joueur pouvoir faire ça. Alors sans doute qu'on on n'a pas encore enregistré l'épisode sur les wings, mais sans doute qu'on citera
Et Jay Griffin aussi, on pourra comparer ton point de vue à celui du Hugh. Qui tu m'avais... Alors, Dyson Daniels, intéressant. Quel joueur, quel genre de créateur il est? On en a assez peu parlé sur Envergure, et pourtant, là, on est en train d'avoir un joueur qui a une hype top 6-7 aux États-Unis. Ouais, moi, c'est un joueur que j'ai vraiment aimé voir Angelique cette année. C'est pas un joueur qui est ultra flashy, mais qui est ultra important dans une équipe. Donc, en attaque, il va savoir faire jouer les autres. Il est bon en transition. Il peut jouer off et on-ball. C'est pas un gamin qui va avoir besoin de la balle pour exister. Même s'il touche pas beaucoup la balle, de par ses déplacements, de par ses choix, il va avoir un impact sur son équipe. Et sa force principale pour moi, c'est un défenseur ultime. C'est-à-dire qu'il peut défendre sur les de 1 à 3 en NBA, je pense, dès demain. Ouais, un défenseur d'impact sur le point d'attaque adverse. On voit à quel point c'est important aussi en ce moment dans les grandes joutes de playoffs, en ce moment dans les finales, mais même dans les tours d'avant, si on a ce genre de stopper, c'est quand même toujours intéressant pour une équipe NBA qui joue les playoffs, même si, s'il est choisi top 10, il sera sans doute pas tout de suite dans une équipe qui va jouer les playoffs. Sur pick and roll, sur un contre un, est-ce qu'il a la vivacité, le dribble, les contre-moves, ils disent counter-move, je ne saurais pas dire en français, mais voilà, la palette offensive pour créer de l'espace, attirer les défenses et ensuite en profiter avec de la passe. Le pick and roll, oui. Après, c'est pas le joueur le plus, ce que je dis, c'est pas le plus flashy, c'est pas celui qui a le premier pas le plus explosif, c'est pas celui qui va pouvoir se créer un espace de malade comme pouvait le faire par exemple un Treman avec Florida. Ouais. C'est pas sa force principale en fait. Lui, c'est un peu à l'objet d'un Neymar, il va être là pour avoir un rôle parfait et il va vraiment répondre à ce rôle-là. Avec la particularité quand même qu'il a été remesuré, et je crois qu'il est vraiment très grand par rapport à... Nous, là, on l'a à 2 mètres. Là. On l'a à 2 mètres, mais je crois qu'il est plus grand que ça. Il me semble qu'il a 2,03. Enfin, vraiment, pour un joueur avec qui on va donner la balle, ça donne aussi plus de solutions pour expliquer. Ouais, quand tu fais 2 mètres, tu as plus d'angle de passe que quand tu fais 1m85. Automatiquement. Ouais, il a annoncé à 6,7.5 avec chaussures. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu plus de 2 mètres, ça. Donc, Dyson Daniels, effectivement, énorme défenseur et potentiellement fluidificateur, on peut dire, un peu d'attaque, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Fluidificateur. Tout en pouvant, à terme, je pense, pourquoi pas tirer à 3 points. Ouais. Il a eu un peu de mal cette année, mais il y a eu des trucs où on peut se dire, s'il n'est pas ciblé offensivement, vraiment défendu dur, je pense qu'il y a moyen qu'il sanctionne en fait. Pas qu'il shoot à 40%, on s'en fiche de ça, mais vraiment que si on le laisse ouvert, c'est 2 sur 3 ou ce genre de truc. Un autre joueur qui est grand et que tu as mis dans ta liste, c'est Dalen Terry, qui lui aussi plaît beaucoup pendant les workouts parce qu'il a ce côté un peu hargneux, voilà, cette grande gueule. On en a déjà parlé sur Envergure, joueur d'Arizona cette année. Parle-moi de son jeu, Dalen Terry. Parce qu'il avait peu le ballon à Arizona, faut le dire. Comment tu l'envisages en NBA? Donc là, c'est pareil, si tout se passe bien pour lui, je le vois vraiment. Et on a observé des flashs de ça cette saison, d'un mec capable de faire la bonne passe au bon moment, de gérer son attaque sur quelques minutes, quand Krixa était absent. Ouais. Et c'est vraiment ça qui me fait dire. En plus, il est l'un des plus. Ouais, il a 20 ans. Ouais, il est jeune, c'est un sophomore normal. Enfin, peut-être. Normal. Ouais, il va avoir 20 ans. C'est vraiment les flashs qui me font dire que c'est possible, en fait. Et que s'il bien encadré, moi, je le vois bien être vraiment intéressant là-dessus. Sa force principale, c'est plus la défense.
C'est vraiment ça, moi, qui m'a sauté à l'œil quand je l'ai vu sur ces 2 saisons à Arizona. C'est vraiment un mec capable de défendre sur quasiment tout le monde sur les extérieurs. Mais sur certains trucs, tu te dis, il fait les super bons décalages quand il faut. C'est pas sa force première. Tu le vois qu'il a pas l'instinct du meneur. Ouais, Même s'il est catégorisé chez nous comme meneur, pour moi, c'est pas un meneur. Enfin, c'est pas ma définition du meneur. ouais. Il a pas cet instinct du truc, mais sur certains moments, tu te dis, ok, belle passe sur des cuts, sur des backdoors, sur un peu de pick and roll. Mais Il y a eu d'ailleurs, toujours un peu plus, quoi. ouais, 3,9 passes décisives pour seulement 1,4 turnover, c'est mieux que la plupart des joueurs qu'on a cités jusqu'ici en termes de ratio. Donc c'est un joueur qui prend soin du ballon aussi Mm. et qui va faire quasiment 4 passes décisives. Alors certes, Arizona, un système qui favorise voilà, le mouvement de ballon, tout le monde Ouais, sait c'est bien huilé. voilà, tout le monde sait un peu shooter, tout le monde sait couper, tout le monde sait dribbler, donc c'est plus facile de faire 4 passes décisives dans ce système-là qu'à Kentucky. Mais effectivement, ça reste quand même un joueur efficace et qui a montré voilà, 36% à 3 points cette saison. Alors pas sur un gros volume, mais des lancers francs qui progressent, 2,04 m avec 2,13 d'envergure. Peut-être un style, s'il tombe en dehors du top 15-20, ça peut être un des styles, s'il se développe comme tu le vois dans le meilleur scénario de cette QV. Il nous manque qui, Manu? Il nous manque qui? Dieng et Jovic. Ah, allez, on parle français d'abord. Ousmane Dieng. Alors ça, c'est... Là, on est vraiment sur un profil hyper particulier, hyper voilà, risqué. Ousmane, 2,07 m, mais 2,07 m, mais paradoxalement, pour toi, c'est un ball handler, même secondaire, quoi. Ouais, je le vois plus secondaire parce que déjà à l'INSEP, c'est lui qui portait la balle tout le temps. C'était Ouais. vraiment lui l'option numéro 1, enfin qui gérait les offensives. Et en NBL, on l'a vu petit à petit prendre un peu plus de confiance et justement montrer qu'il est toujours capable de le faire et Mm, qu'il est capable de bien le faire. mm. Donc c'est vraiment ça qui me fait dire qu'il peut sur certaines phases être voilà, gérer l'attaque, faire trouver la bonne passe. Est-ce C'est qu'il pas peut éliminer quand même? pour aller au cercle, tu veux dire? Ouais, pour aller au cercle. Ouais. C'est pour moi non. Mm. Pour certains, oui. Il a vraiment du mal à aller à aller au cercle et surtout terminer au cercle. C'est pas pour moi sa force première, mais il peut shooter. Donc, en soi, ça me dérange pas trop que s'il est secondaire, ça me dérange pas trop que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le go-to guy, quoi. Ouais, mais il va falloir qu'il shoot pour toi pour avoir ce vrai rôle en NBA, pour qu'on puisse exploiter ses vraies qualités. Sinon, ça va être compliqué, hein. Ouais, faut qu'il fasse plus que du playmaking. Parce que pour moi, rien que maintenant, le playmaking est pas encore Ouais. top niveau. Ouais. Il a une marge de progression là-dessus qui est inévitable, sur le tir aussi. Et il a une facilité de dribble, voilà, de conserver la balle, de Ouais. navigation de balle qui est vraiment intéressante aussi. Ouais. Donc ce tout me fait dire qu'il peut le faire. C'est pas le mec le plus dur du monde, mais moi je t'ai dit, je suis pas forcément très très fan du joueur, mais le potentiel est indéniable. Absolument. 2,07 m, je sais porter la balle, je sais shooter, ça ne se trouve pas partout. La rareté fait aussi le profil et c'est Mm. pour ça qu'il est prévu pour être le premier Français dont le nom sera prononcé par Adam Silver, si c'est au premier tour. Théoriquement, c'est ce qui nous attend du côté d'Ousmane Dieng. C'est pour ce potentiel. Et grâce à sa deuxième partie de saison, surtout en NBL, même si, tu l'as rappelé, ça reste un projet. Contrairement, Ouais. en tout cas moins que Nikola Jovic. Alors là, tu m'intéresses parce que pour moi, Nikola Jovic,
si tu lis, je l'ai vu, hein, mais si tu lis les scouting reports US qui lui sont consacrés, on parle beaucoup de son tir, qui est sa carte de visite, hein, sa Ah, capacité clairement. à, tu vois, je fais 2 mètres, je sais plus, 10, De euh, 10, ouais. de De 10, de 10, 11, il a grandi du coup. je mets dedans, je filoche à tout va. Ça, c'est la carte de visite Nikola Jovic qui joue au Mega Mozart cette année. Hmm. Pour toi, il peut être un porteur secondaire. Parle-moi de ses autres qualités. Donc, j'ai parlé du tir. Ouais, totalement. C'est un mec de 2-10 qui est pas le plus rapide du monde avec balle en main, mais qui peut dribbler, qui peut éliminer en Europe sur certains matchs à méga. Moi, je l'ai vu éliminer des gens et aller au cercle et terminer. Et je l'ai surtout vu faire des passes qu'un mec de 2-10 lambda ne sait pas faire, quoi. Hmm. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellé. Moi, quand j'ai vu, c'est au début, je l'avais classé 5 dans les 50, 60. Et je me suis fait tous les matchs dispo sur YouTube de cette saison. Et je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible de. En fait, faire ce qu'il fait à 2-10, c'est pas normal, entre guillemets. Hmm. Et en plus de cette capacité à pouvoir passer, à pouvoir aller au cercle, il peut shooter. Il est à 35%, je crois, à 3 points, quelque Hmm. chose comme ça, Ouais, avec sur un vrai range, 7, ça part vite du 7 bras. tentatives Ouais. par match à 3 points, ce qui est complètement dingue. Et, c'est des shoots pas toujours simple quoi. C'est Ouais. vraiment un gars qui est labellisé là-bas. C'est quelqu'un qui est connu, donc il est défendu. C'est vraiment quand il va shooter, il crée un vrai espace. Il y a du catch and shoot. Il y a ce fameux instinct de passe Hmm. très serbe, on peut dire. Ouais. Et il a que 19 ans. Mm. Et 2 saisons pro dans les jambes, Ouais, c'est ça. Est-ce que, à un certain niveau. évidemment, c'est des comparaisons faciles parce que c'est des Européens et tout, mais est-ce qu'il peut être une sorte de Bojan Bogdanovic en plus grand, qui a montré aussi qu'il pouvait faire du secondary ball handling, enfin du porteur de balle secondaire. Ouais, après Bogdan est quand même bien meilleur shooter. Pas Bogdan, hein, Bojan. Ah, Boyan, pardon. Ah, Boyan, je connais un peu moins du coup. Mais Mais c'est aussi enfin, probablement shooter supérieur à Jovic. pourquoi pas? Après, du coup, je l'ai pas trop vu. Ouais. C'est difficile Mais de comparer. défensivement, c'est comment Nikola Jovic? C'est pas sa force principale, on va s'entendre là-dessus. Mais moi, je l'ai vu être, quand il veut, vraiment être intéressant en défense et pas uniquement sur les bigs. Moi, je l'ai vu sur certains matchs aller prendre le meneur adverse Hmm. et lui dire non, non, tu passeras pas à Camin. C'est face à Engagé. même ouais, des petits Américains qui sont assez rapides, comme on peut connaître en Europe. Bah, il se laissait pas faire le gamin. Donc, moi, j'ai aimé. Ce qui me dérange un peu, si je dois trouver un point négatif, c'est que c'est pas forcément 100% comme ça. C'est des fois, il s'en fout un peu et Ouais. il a des mouvements d'humeur Bon, aussi très serbes. Et du coup, c'est c'est pas. la Ligue Adriatique aussi, hein. Ouais, ouais. Mais sur certains moments, moi, je l'ai vu être Ok. très intéressant en défense. Après, il va faire face à des mecs Oui, totalement différents. bien sûr, autrement plus Donc, à physique. voir. Mais ça peut être intéressant pour défendre sur de l'ailier, voilà, pas forcément des meneurs, mais ça peut être intéressant. En tout cas, c'était euh, vraiment, vraiment malin de le mettre dans les secondary parce que c'est pas quelque chose qu'on fait généralement. Mais si l'équipe NBA qui le draft y pense, peut-être qu'il peut être choisi plus haut que ce qu'il est projeté en tout cas, parce qu'un joueur comme tu le décris, ça peut aller dans la loterie, hein. À 19 ans. Ouais, là, il a annoncé 20-25. Ouais, ouais, il a annoncé fin de premier. Mais après, c'est pareil, c'est un joueur, faut qu'il y ait un contexte favorable, autrement ça peut être vite très compliqué, quoi. Ouais, absolument. Ou c'est plus ou moins quelqu'un qui a été habitué. Enfin, je l'ai pas trop vu en jeune, donc sur du 16 ou 18, mais c'est très vite quelqu'un qui a été labellisé, donc qui a été plus ou moins coucouné.
Donc à voir comment il peut réagir À à ça, être l'adversité, loin, ouais, bien sûr. à voir s'il y a quelqu'un qui est pas forcément européen, donc une culture, ça peut avoir un choc aussi. S'il va à Denver, par exemple, c'est quasiment le fit parfait. Oui. Parce qu'il y a du serbe, parce qu'il y a de l'européen, parce que ça joue très très bien, parce que le staff et l'équipe, c'est très 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 bon. Mais s'il va par exemple à Charlotte, où c'est vraiment beaucoup plus transition, jeu vite, très américanisé, là je sais pas. Mmh. Puis il y a des gens sur son poste à Charlotte, qui ont d'autres Oui, qualités, quand je dis Charlotte, quand je forcément. pouvais te dire Oui, non, mais Cleveland, bien tu vois, sûr. mais ou Hem, Orlando, ou 2 questions de personnes que tu as pas forcément mises dans ta liste. Trevor Kills, Malachi Branham, qui sont tous les 2 prévus dans le top 25 chez Envergure. Branham 19, Trevor Kills 22. 2 joueurs, alors au gabarit différents, mais pareil, des sortes de grands arrières. Pour toi, eux, on va les faire évoluer dans d'autres rôles. Trevor Kills 1,93 pour 100 kilos, ce buffle. Et Michael Branham 1,99 pour 82 kilos, mais 2,12 hmm. d'envergure. Ouais, c'est deux joueurs que j'apprécie, que j'ai assez haut d'ailleurs dans mon board par rapport aux autres, surtout Kills, Ouais. que j'ai 14 moi. Mais pour moi, Trevor Kills, c'est vraiment le 3D féroce, quoi. Ok. Une sorte de smart, mais en moins bon organisateur, quoi. Ouais, mais meilleur shooter que Smart. Ah ouais, intéressant. C'est vraiment ça moi, ouais, c'est vraiment un joueur qui aura un rôle, mais qui va être très très bon. Il va être plus à chaque fois, quoi. Hmm. Si, si tout est bien imbriqué, tu l'as rappelé, c'est un gabarit quand même assez dingue, qui va, pour moi, être potentiel défensif incroyable, qui va pouvoir défendre sur quasiment tout le monde, sur des séquences, Ouais. qui prend, voilà, c'est un buff, et qui shoot. Il a, en fait, c'est un peu l'inverse d'un Griffin où la courbe a été un peu, elle se croise entre les deux joueurs parce que du coup, il prenait sa place à Griffin au tout début, qui jouait beaucoup moins. Ouais. Et avec le temps, Griffin a gagné 10 minutes que Kills a perdu. Mais c'est vrai qu'au tir, Donc, c'est pas évident, hein, ce que tu dis, hein. 31%, 67 au lancer, c'est pas fou, hein. non, mais il y a des trucs, surtout, je te dis, c'est surtout en début de saison où il était incroyable. Mmh. Et après, comme il a un peu perdu de vitesse du fait d'un peu moins de temps de jeu, Ouais. même s'il a 30 minutes de moyenne, il avait comme A.J. Griffin a, entre guillemets, explosé, on Ouais. s'attendait pas à ce qu'il devienne aussi rapidement très très bon avec ses blessures. Donc du coup, il a perdu un peu Ouais, d'influence. d'influence dans le jeu, quoi. OK. En plus, Banquero est devenu très très bon, Mark Williams est devenu très très bon, Wendell Moore a progressé dans un rôle auquel on ne l'attendait pas trop, Mmh. donc avec beaucoup plus de ballons aussi. Mais moi, j'y crois fortement et c'est pour ça que je l'ai 14, de par son tir et sa défense. Pour moi, c'est 3D ultime. Malachi Branham, qui lui a des stats au tir, folles, hein. 53% à 2 points, 41 à 3, 41,6 et 83 au lancer franc, même si le volume à 3 points est faible, il n'a que 2,8 par match. Pour toi, c'est un joueur qu'on va cantonner à son shooting, qu'on va faire jouer un peu à la Rip Hamilton off-ball, c'est pour ça que tu l'as pas mis dans tes ball handlers? Ouais, plus. J'aime bien la comparaison d'ailleurs, du coup. Mais c'est un joueur que j'ai apprécié rapidement dans la saison. Et du coup, je suis allé voir un peu du film en high school. Et j'ai vu que en high school, contrairement à son rôle à Ohio State, il portait énormément la balle. Donc, je l'ai pas mis parce que cette année, on l'a pas trop vu le Non, faire, il voire allait pas au quasiment cercle, jamais. même quand il l'avait, c'était C'était difficile vraiment que pour du lui. tir. Ouais. Donc, est-ce que c'est parce que le niveau est devenu un peu plus haut et du coup, maintenant, pour avoir un rôle et des minutes, faut qu'il se spécialise et Ouais. qu'il devienne élite sur du tir, sur lequel il a été très très bon, ou sur petite séquence, pouvoir encore garder enfin, gérer une attaque.
je sais pas. Faut voir comment il répond à l'adversité Ça va prendre du en développement, NBA. ouais, sans doute. Ça va prendre du Ouais. développement. Après, peut-être que le spacing aussi peut l'aider. Et, Ouais. un terrain plus grand. Faut voir. Plus de puissance aussi, peut-être, sur le Ouais, bas sur du le haut du corps. corps, même sur du Ouais, premier pas. absolument. Après, je sais qu'il peut le faire. Ouais. Enfin, qu'il l'a fait. Après, c'est un tout autre niveau. Donc à voir. Et pour conclure, alors je vais quand même citer, pour pas fâcher Hugues, Dereon Seabron, qui était un ball handler en NCAA. C'est vrai, hein, c'était un ball handler qui allait beaucoup au cercle, plus scoreur que passeur, mais c'est lui qui avait le ballon en main, en tout cas du côté de NC State. Et pour rajouter donc le troisième échelon, celui des gestionnaires, donc ça va être plus des joueurs qu'on va aller target au second tour. J'ai fait plusieurs articles sur Alondes Williams, le meneur de Wake Forest, qui est pour moi un des meilleurs passeurs techniquement, hein, de cette draft. Des passes main faible, une main dans la course, corner opposé, laser, enfin des passes très très difficiles à exécuter. Une vraie connexion avec Jake Laravia, que j'aime de tout mon cœur et qui va être drafté. Malheureusement, Alondes Williams ne shoot qu'à 28% à 3 points et 70 au lancer franc en carrière, ce qui n'est pas terrible, puisque généralement, quand même, les joueurs qui parviennent à se faire un trou en tant qu'organisateurs comme ça, c'est des joueurs qui sont bons shooters, hein. Je citais Gabe Vincent, je citais Ja'Cory McLaughlin du côté de Jordan McLaughlin du côté de Minnesota. Ce sont des joueurs qui ont des 35, 36, voire mieux à 3 points. Donc, il va falloir progresser là-dessus pour Alondes Williams, mais c'est un joueur qui va très facilement au cercle, qui provoque beaucoup de fautes aussi, de par Tirage sa, en round 2, quoi. bah ouais, de par sa puissance. Mais c'est vraiment plus en puissance et en acceptation du contact. Donc c'est un joueur très atypique, assez intéressant, qui vaut peut-être le pari, en tout cas dans une deuxième partie de draft. J'avais également, il n'y en a pas des caisses, hein, Colin Gillespie, le meneur très expérimenté de Villanova, qui est un très 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 bon shooter, vraiment très très bon. Lui, à l'inverse de Alondes, 41% à 3 points, alors qu'il est défendu de près, on le connaît, c'était sa 5e saison NCAA, sur 7 tentatives à 3 points par match, 90% en lancer franc, mais seulement 46% à 2 points. Donc voilà, au cercle, il a un peu de mal, mais mine de rien, 1,90, c'est pas ridicule. On a des joueurs NBA qui font 1,90. Il a pris du gab. Pour moi, il est NBA ready sur le gabarit et sur le tir et sur le processus. Enfin voilà, c'est un joueur qui vient de Villanova. On les connaît, Manu, les joueurs de Villanova. C'est solide Bah là, dans. ce que tu me dis, moi, ça me fait direct penser à Jalen Brunson. Moins fort en 1 contre 1. Jalen Brunson, il se Moins crée puissant, ouais, plus. mais Ouais. c'était pas un gestionnaire, mais il savait faire la bonne passe aussi. Il Mmh, était très bon shooter. absolument. Et il est plus petit. Mais Jalen Donc, Brunson était plus petit et, à contrario, il pouvait poster son joueur. Il y a toujours eu ce côté, je vais me créer mon tir en créant ouais, un peu le ouais, il était très contact, tanké. machin. Ouais. Bah, il est encore, hein, mais... Oui, oui. Mais Gillespie est moins ça, plus un shooter un peu traditionnel. Et parmi les steals, et je finirai avec lui, les steals qu'on pouvait repérer en observant un peu les statistiques, puisqu'on n'allait pas aller regarder les matchs de Vanderbilt, qui sont toujours une purge. Scottie Pippen Jr., fils de seulement 1,87 m, mais 1,97 m d'envergure. Je trouve très bon défenseur, je trouve énormément de progression dans l'appréhension collective du jeu et des pourcentages en progression. Alors, ça se voit pas. À 3 points, il a baissé, mais la difficulté moyenne de son tir, il était vraiment seul à gérer l'attaque cette année, a largement augmenté. Et puis au lancer franc, il est à 76% carrière. C'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Et, euh, et moi, j'aime bien
Scottie Pippen Jr. en pari pas cher, entre 40 et 60. Tu as besoin d'un meneur pour gérer ta deuxième unité. Au pire, tu lui donnes que des missions défensives et tu fais gérer ça par un gars un peu plus grand, un peu plus expérimenté. Et lui, il a le droit à quelques reps, puisqu'il est que junior, il n'est pas si vieux que ça. Et au mieux, tu as un joueur qui tout de suite apporte du liant, est capable de défendre, donc potentiellement capable de jouer en playoff. Et le jackpot, c'est bien sûr si le tir rentre. Mais voilà. Après Gary Payton, le deuxième, Scottie Pippen Jr., pourquoi pas. Manu, est-ce que tu as une wild card à me jouer ou pas? Là, comme ça, non. Qui sera le meilleur de tes primary en termes de shoot? On avait donc Kennedy, Hugo, Tai. Le shoot, Besson. Ok. Tu parles du tir, hein? Ouais. Je parle du tir. Ouais, Besson. Ok. Hugo Besson. Eh bien, voilà qui va un podcast qui va remonter le moral de ses fans, puisque tu l'as dans ton top 30 et bel argumentaire pour le voir, donc avec le ballon en main, plus que dans un rôle de shooter, même s'il s'est shooté évidemment, en NBA. Merci Manu. Merci à toi. On reste ensemble évidemment jusqu'à la draft. Et on arrive pour l'épisode, le dernier de la série de 3. Ce sera sur les wings, les ailiers de cette draft. Avec plusieurs catégories de wings. Et Hugues qui nous donnera ses classements personnels. À bientôt tout le monde. On vous fait des bisous. Abonnez-vous. Mettez-nous des bonnes notes. Ciao, ciao, ciao.